Nous avons eu un troisième panel très riche, avec des débats vraiment très intéressants qu'il nous a été difficile d'arrêter. Comme la modératrice le disait, il faut organiser un forum sur le système de santé qui va permettre donc de discuter tous les points de vue qui ont été échangés aujourd'hui. À travers ce panel, nous avons pu nous rendre compte que le système de santé de Côte d'Ivoire engage les secteurs publics si bien que le secteur privé. Le renforcement de cette collaboration est plus que nécessaire et devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'aspirer à un système de santé préventif. Cela profiterait à l'amélioration des plateaux techniques des centres de santé, les ressources humaines et l'élargissement de la couverture des populations vulnérables. De plus, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et l'appui des industries pharmaceutiques pourrait faciliter une autosuffisance du système de santé de la Côte d'Ivoire. Le programme social du gouvernement, en vigueur depuis 2018, vient renforcer le PND en termes de réduction de la pauvreté et des inégalités. Cependant, force est de constater que les inégalités demeurent, ainsi qu'un taux de pauvreté encore important. Nos panélistes creuseront ainsi la question de savoir comment limiter les conséquences de la pandémie sur le niveau de bien-être des populations et améliorer leur bien-être. Madame Linda Afin-Kwasi, modératrice de ce quatrième panel, est une femme passionnée de développement continu. Linda Afin-Kwasi est reconnue par les magazines Forbes et Financial Afrique comme actrice du développement. Elle est la directrice générale du cabinet international Kaizen, basé à Londres et à Abidjan, qui est axé sur l'organisation de conférences annuelles sur les infrastructures et les BTP, le renforcement des capacités et l'accompagnement des TPE et PME à travers l'accélérateur Kaizen. Elle est diplômée de l'Université de Hull, qualifiée Learning Performance Institute de la Banque mondiale. Elle a commencé à travailler dans le domaine bancaire à Santander, Société Générale, Voltex, en tant que responsable d'équipe, directrice des investissements, puis banquière d'affaires à Londres pendant 15 ans. Rigoureuse, audacieuse, mentor, coach, membre du conseil d'administration de l'African Diaspora Network à Bruxelles, de l'organisation Talents Within de l'Institut des directeurs de Londres, vice-présidente de la Chambre de commerce britannique de Côte d'Ivoire. Voilà très brièvement présenté Linda Afin-Kwasi, qui va me rejoindre sur ce podium pour accueillir ses panélistes. Je vous prie de bien vouloir l'ovationner. Au titre du gouvernement, comme c'est le cas pour chacun de nos panels, nous recevons un membre du gouvernement. Pour ce quatrième panel, Son Excellence Madame Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, viendra donc s'installer tout à l'heure sur le panel. Madame Dogo est une femme politique vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis 2016, qui fait partie des femmes les plus influentes de la politique ivoirienne. Elle est députée dans la circonscription de, je vais essayer de bien prononcer, Dignano-Galébré-Guibérois, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, élue vice-présidente de l'Assemblée nationale cette même année et reconduite à ce poste en 2019. Activiste des droits des femmes lors du vote concernant les femmes à l'hémicycle, Belmonde Dogo
rejoint le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en 2018 en tant que directrice exécutive adjointe du parti. Depuis septembre 2019, elle occupe au sein du gouvernement ivoirien le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Elle est nommée ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en avril 2021. Madame Dogo, si vous voulez bien, sous les ovations du public, venir me rejoindre. Notre deuxième panéliste, Madame Antonia Ngabala Sodonon, est la représentante résidente de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire depuis janvier 2019. Elle est diplômée en droit comparé et en relations internationales et possède plus de 25 années d'expérience au service de diverses agences des Nations Unies et de l'Union africaine dans les domaines de gouvernance, développement, paix et sécurité, la coordination de programmes de relèvement en appui aux pays sortant de crise. La problématique du genre étant une transversale de toutes ces thématiques. Dès le début de la pandémie au Covid-19 et sous son leadership, ONU Femmes Côte d'Ivoire, en partenariat avec le gouvernement ivoirien, a entrepris une série d'activités fondamentales pour le renforcement de la résilience des femmes face aux effets néfastes de la pandémie et l'appui à la relance de leurs activités, en particulier dans le monde rural. Je ne doute pas que notre modérateur amènera Madame Ngabala Sodonon à nous parler un peu plus avant de ces différentes actions. Madame, si vous voulez bien, sous les ovations du public, vous installer sur le panel. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'un panel composé uniquement de dames, quoique ça aurait été bien aussi. Notre troisième panéliste est une personnalité publique ivoirienne réputée pour sa capacité de travail hors norme et réputée également par une certaine habileté à diriger les hommes avec peu de protocole. Il fut directeur de cabinet au ministère ivoirien de l'Intérieur avant d'être nommé en 2018 préfet d'Abidjan jusqu'en 2020. Il a été au centre des échanges entre candidats pour un scrutin apaisé. Mais il était déjà crédité d'une riche et brillante carrière à l'international, entamée à l'Institut EISA, où il a été successivement directeur résident pour la République démocratique du Congo et directeur des programmes avec comme base Johannesburg. Ce pur produit de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en lettres modernes et d'une thèse de doctorat dont le thème portait sur les mythes et la création littéraire africaine. Désigné par les internautes comme un préfet 2.0, Vincent Toby-Irié est un adepte du digital avec une forte présence sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il anime un blog où il partage des analyses et réflexions sur presque toutes les thématiques. Monsieur Vincent Toby, si vous voulez bien vous avancer, même si vous êtes caché au fin fond de la salle depuis un moment.
Alors, le quatrième panéliste, professeur d'économie et de management, a une spécialisation dans les problématiques liées à la dette, au financement, à l'entrepreneuriat également. Il a été identifié comme une des 3 têtes d'affiche qui sont en train de transformer l'Afrique et la jeunesse africaine. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur informaticien, spécialisé dans le développement de programmes et de systèmes d'information. Au travers de sa fondation, M. Samuel Maté a formé plus de 50 000 jeunes et femmes à travers l'Afrique en partenariat avec l'ABAD et les gouvernements africains. Il est également le président fondateur d'Initiative 35.3, une initiative continentale qui appelle les 54 pays africains à 0 impôt sur les 3 premières années de toute entreprise créée par un jeune Africain des PME. Monsieur Samuel Maté est professeur d'économie et de management et consultant international, et il sera donc notre 4e panéliste. Monsieur Maté, je vous prie de bien vouloir vous installer. Avec plus de 25 millions d'habitants et un taux de croissance de 1,8% selon le rapport risque pays Bloomfield de 2019, la Côte d'Ivoire se distingue par la robustesse de sa croissance économique. Le PIB réel de la Côte d'Ivoire a augmenté, bien entendu, de 1,8% en 2020, bien en dessous de sa croissance de 7% attendue. Cela est dû aux perturbations liées à la pandémie à Covid-19, qui a affaibli notamment la demande mondiale et a réduit le taux d'exportation de produits primaires, du secteur primaire de la Côte d'Ivoire. N'eût été la pandémie à Covid-19, nous nous serions attendus à des chiffres beaucoup plus élevés. Mais nous avons des panélistes qui nous parleront en long et en large des perspectives ivoiriennes sur l'amélioration du niveau de vie des populations en Côte d'Ivoire. Ces perturbations ont eu des conséquences désastreuses sur le niveau de vie des populations et des ménages. Il est clair que la maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire permettra notamment de favoriser et d'améliorer le niveau de vie des populations, mais surtout de conserver un environnement sociopolitique stable et d'augmenter la mobilisation de ressources intérieures. Selon la Banque mondiale, le pays gagnerait à inclure les zones rurales, les femmes, et à développer son capital humain dans sa stratégie de relance économique. Nous savons que durant la pandémie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place un plan d'action et une riposte nationale pour pouvoir permettre aux ménages, aux entreprises, de pouvoir faire face à la pandémie. Cette riposte et ces plans d'action ont-ils été suffisants pour favoriser l'amélioration du niveau de vie des populations? Nous avons nos panélistes ici ce soir qui nous en parleront. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme le disait Madame Diallo, je suis Linda Afinkwasi, je serai votre modératrice cet après-midi. Nous allons débuter avec le docteur Samuel Maté pour pouvoir avoir un état des lieux de la situation socio-économique 18 mois après l'avènement de la pandémie à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Docteur Samuel Maté. Merci Linda. Il faudrait dire que personne, absolument, la plupart, je dirais 90%, n'avait aucune connaissance de l'impact et de ce que le Covid allait venir. Ça a été une surprise parce que ce qu'on avait entendu était de très loin. J'aimerais rapidement m'excuser pour mes lunettes noires parce que j'ai subi une intervention qui m'oblige durant la cicatrisation de l'œil droit à porter ces lunettes. Donc, le bilan aujourd'hui, c'est que les pays africains, et en particulier la Côte d'Ivoire, ont gagné le combat sur le côté sanitaire, mais le combat sur le côté économique et social a été perdu. Sur le côté sanitaire, aujourd'hui, on compte à cette date, autour de 47 000 personnes
qui ont été infectés de la Covid en Côte d'Ivoire. Et on a autour de 45 000 qui ont été guéris. Donc on a un taux de guérison d'environ 98%, ce qui est énorme par rapport à tout ce qui s'est passé dans le reste du monde. Donc il est clair que sur le côté sanitaire, le combat a été gagné. Là où le bât blesse, c'est au niveau du côté économique et social, et c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la mobilisation des ressources. Il avait été annoncé par le gouvernement ivoirien un fonds de 1700 milliards, et ce fonds de 1700 milliards devait servir à pouvoir aider les entreprises. On avait identifié les grandes entreprises, les PME et puis les formels. Et ces 1700 milliards devaient aider ces 3 types d'entreprises à pouvoir faire face au choc de la Covid. Mais malheureusement, sur ces 1700 milliards, c'est seulement 10% qui ont été mobilisés. Et le gouvernement a compté sur l'apport extérieur, mais encore une fois, quand la crise est généralisée, on ne peut pas véritablement espérer des autres pays occidentaux qui aussi traversaient la même situation. Donc on s'est retrouvé avec des fonds qui ont été créés, mais qui étaient sous-alimentés de près de 90%. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'au niveau de ces fonds qui ont été créés, que les conditions d'accès étaient, n'est-ce pas, très difficiles. C'est ainsi que 12 mois après la création de ces fonds, par exemple, le fonds pour les PME faisait environ 150 milliards dans un premier temps, et il n'y avait eu qu'environ 30 PME qui étaient inscrits et qui avaient été, n'est-ce pas, acceptés pour pouvoir recevoir des financements pour les aider par rapport à la Covid. Et ce qui est ridicule par rapport au fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on compte plus de près de 100 000 PME, et que sur 100 000 PME, on n'ait que 30 PME qui soient acceptées et dont les fonds ont été validés. Alors on s'est rendu compte que c'était le problème, les critères qui constituaient une contrainte pour les PME. Ensuite, on a essayé de revoir ces critères, mais elles étaient toujours assez difficiles d'accès. Et deuxièmement, au-delà du problème des fonds qui jusque-là ne sont pas véritablement disponibles, le deuxième problème, c'est le problème du chômage. Et avant de parler du problème du chômage, il faut dire que il a été confondu dans la démarche de l'État ivoirien, il a été confondu les entreprises sinistrées et les entreprises en besoin de financement pour rebondir. Dans les autres pays, ce qui a été fait, c'est que les entreprises sinistrées ont reçu des dons. Il y a eu comme un plan Marshall. Parce que si vous prenez par exemple les entreprises de l'événementiel, tout s'est arrêté, des gens se sont retrouvés à la maison et ils ont libéré tout le personnel et il n'y avait plus de revenus ou de perspectives en vue. Ça, c'est une entreprise qui est complètement sinistrée. Et comment une entreprise comme ça peut se dire que je vais aller emprunter de l'argent, même si ne serait-ce que de l'État, à des taux bonifiés, si elle n'a aucune visibilité de contrat en face? Donc ce qui a été fait, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a confondu ces entreprises sinistrées avec les entreprises qui avaient besoin de relance. Ce qui fait que beaucoup de ces entreprises sinistrées se sont retrouvées sur le carreau et n'ont même pas osé aller pour requérir ces fonds. Et ensuite, au niveau du chômage, l'INS avait fait une étude et l'INS disait que la Covid allait coûter 150 000 emplois. Or, nous savons que quand on parle de 150 000 d'un emploi dans nos pays africains, un emploi, selon certaines organisations onusiennes, nourrit près de 10 à 20 personnes en Afrique. En Europe, quand quelqu'un a un emploi, généralement sa femme aussi travaille et peut-être ils ont un enfant. Mais en Afrique, quand tu as un emploi, tu as ta femme à charge, tu as les enfants à charge, tu as les cousins, tu as tout le village derrière. Donc, ce qui fait que quand on parle de 150 000 emplois qui ont été affectés, imaginez, vous devez multiplier cela par 10 en termes d'impact de gens qui n'ont plus de ressources. Donc, pour ne pas trop
garder la parole au vu du 4 minutes qui nous sont données, je dirais que c'est les trois problèmes. Le problème des ressources qui n'ont pas pu être mobilisées, le problème de la confusion entre les entreprises sinistrées et les entreprises qui avaient besoin de relance, et le problème de la perte d'emploi qui continue avec tous les effets que ça a eu sur d'autres familles. Et rapidement, il faut noter que le gouvernement ivoirien fait des efforts, mais jusque-là, on n'a pas de système social sur le chômage. Et c'est un grand problème, parce que la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui ne sont pas déclarés nécessairement par les entreprises. Et c'est vrai que la CNPS a lancé un statut pour que les entrepreneurs individuels puissent se déclarer. Donc, quand quelqu'un est au chômage, il n'a pas de revenus comme en France où il peut aller réclamer un RMI ou quelque chose. Quand vous avez au chômage, comme on le dit vulgairement dans la rue en Côte d'Ivoire, vous buvez de l'air. Et quand vous faites le tour de la famille, il n'y a plus personne pour vous donner de l'argent, vous rentrez au village si vous le pouvez. Donc voilà un peu le désastre aujourd'hui qu'on observe. Merci. Merci beaucoup, Dr Maté. Madame la ministre. Oui. Excusez-moi, Madame Affing, je souhaiterais rebondir sur l'intervention du professeur Maté. Professeur, vous mentionnez 100 000 PME et 30 PME qui ont eu accès au fonds de réponse Covid. Alors pour nous, il serait intéressant de voir le nombre de femmes, de PME. Excusez-moi, je suis ONU Femmes, donc ma préoccupation, bien sûr, les femmes et le nombre de femmes, de PME dirigées par les femmes qui ont pu avoir accès à ce fonds de réponse. Et la constatation est assez triste, surtout du fait que nous retrouvons les femmes, la plupart des femmes sont dans l'informel ici en Côte d'Ivoire. Et elles n'ont pas pu avoir, du fait qu'elles soient faiblement structurées, elles n'ont pas pu avoir accès à ces fonds Covid. L'autre chose que nous avons remarqué, c'est le manque, la faiblesse de la réponse par rapport également au chômage que vous mentionnez. Nous avons vu que les femmes ont été beaucoup plus impactées, elles ont été licenciées à un taux beaucoup plus élevé, qui était de 38% comparé à 26% pour les hommes. Et là encore, il n'y a pas eu pour elles cette possibilité de se retourner en termes de filets sociaux de protection. Et bon, je sais que c'est beaucoup plus général, Madame la ministre, mais ça c'est un point qui a fragilisé les femmes beaucoup plus, en ce sens où elles ont eu sur elles la charge soudaine, la charge de la famille. Ce que cette pandémie a montré pour ONU Femmes, c'est vraiment le fait que les femmes étaient au centre de l'économie, mais que quelque part elles demeurent invisibles. Elles demeurent invisibles. Tout le système, tout le poids du soin de la famille en pesait sur elles, mais également le fait que elles font partie de l'économie, mais cette composante de l'économie est invisible. On n'arrive pas à mesurer la contribution des femmes à l'économie. Or, c'est un point essentiel pour véritablement formuler des programmes de réponse pour le relèvement. Pour nous, pour ONU Femmes, ce point de l'implication des femmes dans l'économie et le rôle qu'elles jouent, tant au niveau de l'entrepreneuriat, puisqu'elles ont contribué énormément à la création d'entreprises ces dernières années. Nous avons vu que de 2015 à 2019, les femmes il y avait une tendance, 26% de compagnies étaient créées, une augmentation de 26%, et les femmes comptaient pour 19%. Mais lorsque la crise est survenue, la réponse était une réponse qui n'était pas sensible au genre.
Et nous espérons que dans le Building Back Better, dans le plan de reconstruction, les politiques économiques pourront adresser ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sodonon. La question qui me vient en tête, avant de rebondir sur les propos de Dr Maté, votre rôle ONU Femmes, parce que vous avez fait mention de l'invisibilité des femmes dans tout ce qui était plan de riposte, mais votre rôle concrètement, vous êtes conscient qu'il y a eu une certaine invisibilité des femmes dans le plan de riposte. Comment est-ce que vous les avez rendues visibles? Quelles sont les actions concrètes que vous avez eu à mener pour pouvoir permettre à ces femmes de profiter pleinement soit de fonds de riposte ou d'accompagnements gouvernementaux ou d'autres accompagnements qui émaneraient directement des Nations Unies pour les femmes? Pour ONU Femmes, mais notre mandat dans le pays est un mandat d'abord de conseil et d'accompagnement au gouvernement, et puis un mandat d'appui, renforcement des capacités des femmes, et ici les femmes dans l'entrepreneuriat. Mais d'abord, en prenant notre mandat de conseil au gouvernement, ONU Femmes a effectué des enquêtes en partenariat avec le ministère en charge de l'entrepreneuriat. Et c'est là que nous avons pu dégager certains chiffres, certains pourcentages qui montraient l'impact disproportionné de la Covid sur les femmes. Certes, cette Covid a frappé toute la population, toute l'économie, mais lorsque nous regardons les données désagrégées, on voit que déjà, les secteurs qui ont été affectés par la Covid, les secteurs économiques, sont des secteurs dans lesquels à forte dominance féminine. Donc ce sont des pourcentages que nous avons pu faire ressortir et que nous avons mis à la disposition du gouvernement. Également, nous avons proposé des stratégies de prise en compte des femmes dans la réponse. Et c'est là que, à l'initiative d'ONU Femmes, le gouvernement a mis en place un programme qui s'appelait Panier solidaire, mais je pense que la ministre pourra élaborer un peu plus là-dessus. Donc notre rôle a été, face à la Covid, de nous assurer que toutes les données désagrégées qui pouvaient montrer l'impact différencié de la Covid sur les femmes et les entreprises dirigées par les femmes étaient présentées. C'est très important, puisque lorsque le gouvernement formule ses politiques, il est très important que ces politiques soient inclusives et que ces solutions répondent aux besoins de la communauté, et la femme étant, encore une fois, l'épine dorsale de la vie sociale et économique du pays. Et ça, ce n'est pas simplement le dire, les chiffres le montrent clairement. Lorsque nous voyons que les femmes, 70% sont dans les zones rurales et dans l'agriculture, et que c'est elles qui produisent 80% des produits qui sont sur les marchés, vous voyez que elles jouent un rôle très très important. Donc, merci bien. En fait, je pense que ce qui nous manque, la pandémie est réelle pour tous. La pandémie, c'est un peu comme si on l'avait touchée, parce que ça a été compliqué, nous étions tous chez nous. Mais je pense qu'un peu comme l'audience, la population a besoin d'actions concrètes. Tout le monde nous parle beaucoup trop souvent de stratégies, de chiffres concrets, de documents. Et c'est très bien, c'est vraiment intéressant à entendre, mais de manière pratique, de manière réelle. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que je pense que c'est ce dont on a besoin d'entendre. Ce sont vraiment les actions qu'on a besoin de connaître et de savoir où on se situe. Parce qu'on lit trop souvent les actions gouvernementales, les stratégies, les politiques gouvernementales, le fonds d'appui. Et je pense que Madame la Ministre pourra nous dire de manière très concrète les actions qui ont été faites et qui ont été menées pour pouvoir améliorer le niveau de vie des femmes. Il est aussi bon de mentionner qu'auparavant, Madame la Ministre était la secrétaire d'État pour le ministère de la Femme. Donc je pense que ces deux positions combinées, elle aura amplement de choses à nous partager, mais surtout des actions concrètes et surtout des perspectives concrètes qui définiraient comment est-ce que le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui à peu près à un peu plus de 700 francs, qui signifie 200 000 par année pour un individu, qu'on sait tous complètement peu, pourront être améliorés. Parce que véritablement, c'est ce qu'on cherche
à pouvoir toucher du doigt. Je vais commencer par la dernière question. Le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire, ce n'est pas 200 francs. L'extrême pauvreté, c'est 350 francs. Et la pauvreté, c'est 900 francs. Et le gouvernement, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, entend de façon substantielle renforcer l'inclusion sociale, l'inclusion socio-économique, en réduisant les inégalités des ménages tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Ensuite, accentuer tout ce qui est fait en termes de favoriser l'accès des services sociaux de base auprès des populations. Mais il faudrait dire que l'objectif global du gouvernement est de réduire le taux de pauvreté estimé en 2019 à 39,4%, de moitié d'ici 2030. Ensuite, le gouvernement a opté pour des actions, je dirais, à impact rapide. Quand nous prenons les filets socioproductifs, parce qu'il faut noter que nous avons deux, le filet socio-Covid et nous avons les filets socioproductifs, qui sont un programme qui permet à la personne vulnérable de percevoir 36 000 francs chaque 3 mois. Et au bout de ce processus, je dirais même au milieu du processus, la personne est formée à une activité génératrice de revenus parce que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de manière éternelle d'assister le pauvre, mais c'est d'amener le pauvre à sortir de son état de vulnérabilité. Ensuite, vous avez d'autres fonds qui ont été mis en place dans le cadre de la Covid. Parlant de Covid, peut-être que pour rebondir un peu sur ce que M. Samuel Maté a dit, je ne suis vraiment pas d'avis avec lui. Je vais retrouver mes notes parce que quand il parlait, j'ai noté. Lorsqu'il dit que les fonds n'ont pas été entièrement alimentés, les fonds étaient sous-alimentés, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dit que les PME, sur 100 PME, il n'y a eu que 30 PME, mais il faudrait le dire. Hein. Il y a eu des critères. Et lorsque une entreprise c'est du PME, elle doit être en même de répondre aux critères des PME. Alors, les critères qui ont été élaborés, le gouvernement ne l'a pas fait tout seul. Il faudrait le signifier. Ensuite, c'est le gouvernement qui a fait le constat que l'argent des PME pour le Covid n'avançait pas. Et les critères ont été revus. Mais pour une PME qui, lorsque le critère, il s'agit de payer ses impôts et que la PME n'est pas même de nous faire ou bien de produire ce document, on ne peut pas aller au-delà. Il faut bien payer les impôts. Mais je pense que les critères ont été revus. Le fonds PME, je peux vous dire avec exactitude que je viens, c'était un fonds de 40 milliards qui a été entièrement mis à disposition. Le fonds du FASI. Alors, pour le secteur informel, je ne suis pas d'accord quand on nous dit que rien n'a été fait pour le secteur informel, les femmes du secteur informel. Je ne suis pas d'avis. Le secteur informel, il y a eu le FASI. Le FASI pour le secteur informel. Et le FASI, c'était à hauteur de 20 milliards pour le secteur informel. Alors, le secteur informel, ce sont nos moments en zone rurale. C'est la petite commerçante, c'est la coiffeuse, c'est le petit couturier. Et le FASI n'était pas remboursable, hein, contrairement à ce que M. Samuel Mata a dit. Le FASI, c'était des dons. Des dons aux acteurs du secteur informel. Et mieux, au niveau du fonds des PME, il y a eu le fonds de garantie qui était comme un don, qui accompagnait les entreprises qui étaient complètement sinistrées. Donc, pour nous, il y a eu des actions concrètes qui ont permis, tant au secteur informel, aux PME et même à la population qui est dans l'extrême pauvreté, de pouvoir résister au choc. Voilà. C'est très intéressant que nous ayons deux données complètement différentes pour le même pays. Mais je pense que ce qui ressort ici, c'est peut-être l'absence
de communication, mais nous avons sur le panel notre préfet 2.0 qui pourra certainement nous partager son avis sur l'état des lieux de Dr Maté et bien entendu l'accompagnement des femmes du secteur informel et aussi des PME et également l'amélioration du niveau de vie des populations en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous me mettez dans une bien difficile position d'avoir une ministre de la République dont j'étais le représentant sur un territoire, tranché avec un professeur qui a une liberté de ton et d'esprit. C'est très compliqué, mais je vais plutôt aborder la question sous un autre angle. Il faut, comme a dit le professeur, et la ministre l'a souligné, il y a une réaction énergique de la Côte d'Ivoire. Quand on est au macro-niveau d'analyse, on ne le perçoit pas. Mais nous, on était des représentants de nos ministres sur le terrain, dans les bas-fonds et dans les quartiers, et on a senti vraiment les impacts de la réaction du gouvernement sur ces populations. Et Madame la ministre, peut-être que vos services vont vous le dire, le professeur Maté a parlé de 150 000 emplois, mais moi, dans ma fonction, j'ai reçu les représentants de certains petits commerces, et vous le soulignez, leur impact à l'économie, c'était pratiquement 450 000 personnes directement touchées dans les bases et maquis, langues, tout ce qu'il y a, comme vous avez, établissement de nuit. C'est 450 000 personnes sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et ça contient également les bellédromes. Vous connaissez les bellédromes? Oui, c'est sérieux parce que c'est des endroits de consommation, du koutou-kou. Et le koutou lui-même est toute une chaîne de production avec des centaines de milliers de litres. Et ça fait vivre l'économie. C'est beaucoup d'argent dans le secteur. Donc, vous voyez seulement dans le secteur des bases et maquis, 450 000 personnes dont les représentants sont venus à mon bureau, et c'est vérifiable, parce que chaque bar a 5 personnes, et vous savez combien de bars il y a en Côte d'Ivoire. Et ce secteur-là, il y a eu quand même des approches à ce niveau. Deuxièmement, restons encore dans le domaine des bases et maquis, parce que c'est une partie de la vie culturelle et culinaire de la Côte d'Ivoire. Corollaire de ça, il y a tous les produits qui sont utilisés. Madame la ministre, vous êtes dans le secteur, vous avez par exemple tout le secteur du poisson. 30% de notre production de la pêche sont déversés dans le base et maquis. 30%. Et donc, quand les bases et maquis ont été fermées, le secteur de la pêche, avec tout ce qu'il y a après, tous ceux qui ont les bateaux, tous ceux qui sont pêcheurs, tous ceux-là également sont asphyxiés. Et à côté du secteur de la pêche, il y a bien sûr le secteur avicole. Les œufs, le poulet, ça se consomme beaucoup dans ces établissements de nuit. Donc, un chiffre similaire d'environ 30% de personnes touchées. Et donc, je dis, les 150 000, peut-être on parle d'emplois structurés des PME et autres, mais il y a eu beaucoup plus que ça, avec certaines mesures qui ont été prises, notamment pour les bases et maquis. On a pu quand même amortir ce choc. Je n'ai pas les chiffres, moi, sur le nombre de femmes touchées, mais il faut saluer la réaction du gouvernement ivoirien, 98% de taux de guérison, une présence. Et le fonds dont on parle, Madame Belmont, ici présente, était ministre à l'époque, il a fallu 2 à 3 semaines pour monter d'urgence ce fonds qui a été mis à la disposition des populations des différentes entreprises, avec différentes fortunes, bien sûr. Parce qu'il y a aussi le secteur artistique. Les artistes de Côte d'Ivoire n'ont plus presté pendant pratiquement 6 mois, 7 mois, sans aucun spectacle. Quand je dis artistes, c'est tout le monde. C'est les salons de vernissage, c'est les chanteurs, c'est les musiciens, c'est les instrumentistes, c'est les comédiens, c'est tout ce que vous avez dans le secteur de l'art. Et ça, c'est inestimable. Vous savez que le secteur de l'art, le secteur de la cosmétique et les secteurs délictueux tels que celui de la drogue sont les secteurs les plus porteurs en matière de finances, génération des finances. Et cela, on n'a pas encore quantifié. Donc, sur cette question économique, voici un peu ce que nous avons constaté au bas niveau. Peut-être qu'il y avait une question de communication qui allait avec ça. Si je peux aborder cette question. Vous savez, je suis à côté d'une ministre de la République, je suis gêné peut-être de le dire, mais il faut quand même qu'on le dise parce qu'il faut faire l'autocritique. Notre gros problème dans l'administration, c'est la communication. Vous êtes beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires dans cette salle. Si vous faites des produits culinaires ou des chaises, des bâches, de la lumière, et que les clients vous disent que ce n'est pas bien fait, soit vous changez, soit vous faites banqueroute. Ça, c'est dans le privé. Mais dans l'administration, que nous fonctionnons ou pas, on a notre budget et on continue. Parce qu'on ne se remet pas en cause. Et la communication a été cette faiblesse qui a été améliorée. Il y a eu des ministres, comme la ministre ici présente, qui est élue locale, donc qui connaît le travail du terrain, qui descend sur le terrain. Mais nous avons péché par cette communication, il faut le reconnaître. Et ça, c'est des leçons apprises pour demain, pour gérer des crises.
on a vu des populations, et moi c'est ce à quoi j'ai assisté, le 6 avril 2020, une date que je n'ai jamais oubliée, où le 5 avril, les populations ont détruit les installations que les ministres avaient ordonnées. Ils ont ordonné que nous installions 13 centres Covid dans Abidjan. Mais nos populations en sont arrivées à penser qu'un gouvernement est capable de tuer ces populations en installant des centres pour distiller le virus au sein des populations pour qu'elles meurent. C'est ce qui s'est passé à Yopougon. Quand une population en arrive à avoir une telle conception du travail du gouvernement, il y a un problème. Donc il faut accroître la communication. Je me rappelle avoir vu un jeune homme qui était énervé, il était presque en transe, et la RTIC, il y a des gens de la RTI dans cette salle, il était tellement en panique, énervé, qu'il bavait dans la commissure de ses lèvres. Comment le gouvernement peut le tuer? Et de là, ce qu'on a commencé à expliquer, au bout de 5 minutes, tout est parti, mais il fallait nous expliquer ça depuis là. Ça veut dire qu'on a manqué peut-être de trouver les mots à un moment précis pour donner l'information. Et ça, c'est des choses qu'on devrait améliorer quand une crise naît de ce genre. Quel message on passe à la population? À quel moment on parle? Comment on le dit? Et comment on fait la population, nos alliés? Et je pense que, en tout cas à notre niveau, avec les instructions qu'on a reçues avec nos hiérarchies, donc les ministres, on a pu quand même parler aux populations, enlever certaines... Maintenant, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré. Et on a la ministre de la Solidarité qui travaille avec les franges les plus fragiles de la Côte d'Ivoire. On va faire des études peut-être au Maté, mais il n'y a eu aucune relation entre la période de paupérisation, la période de sans-emploi, de chômage, et puis le niveau de criminalité à Abidjan pendant la période de Covid. C'est-à-dire la période pendant laquelle la population était le plus dans la misère parce qu'elle ne pouvait plus travailler. On ne parle même pas des agriculteurs parce que c'est des emplois. Il n'y a pas de relation entre ce moment où on était totalement asséché des finances et puis la criminalité. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est parce que les heures de circulation étaient limitées? Ou bien la solidarité a travaillé et nous a renforcés? Ou bien l'impression qu'on allait tous mourir était devant nous qui nous a amenés? Mais il n'y a pas eu de relation entre le niveau de criminalité et le niveau de pauvreté. Tirons des leçons pour que notre pays continue à être stable chaque fois qu'il y a crise. Et ça, c'est encore le rôle des institutions telles que le ministère ici, de pouvoir tirer ces leçons. Donc voici un peu ce que je peux dire sur ces phénomènes-là. Quelles sont les leçons que vous avez tirées? C'est ce que je vous dis. Les leçons, d'abord, c'est l'information-formation. Soyons modestes en tant que responsables d'administration, de territoire ou au haut niveau. Il faut parler à la population. Il y a des sujets qui sont délicats. Souvent, on dit, mais pourquoi tu parles? Mais le directeur de la CIA va témoigner sur les opérations secrètes des États-Unis. Quels sont les pays qui ont plus de secrets à protéger? La Russie, les États-Unis, la Chine, ou bien le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on a à cacher sur des choses qui sont pour la population? Et nous prenons souvent pour évident. J'ai passé en revue les comptes Facebook de tous ceux qui sont à côté de moi. Ça fait partie de la recherche. Pour venir ici, j'ai le compte Facebook de Madame la ministre, parce que j'ai parlé à un membre de son équipe. Vous voyez comment elle communique? Où est le langage? Où est la présence? Et c'est ça. Je veux dire, ce sont des leçons de tout notre système. Elle communique comme beaucoup d'autorités aujourd'hui. Parlons, tirons des leçons, communiquons avec nos populations. Il y a des choses qui sont évidentes. Un ministre n'écrit pas pour son collègue ministre, ça ne sert à rien. On écrit pour la population de bas niveau. C'est elle qui a besoin de nous. Mais si vous parlez le langage que votre collègue ministre comprend, si la population ne comprend pas, quelle est la finalité de votre communication? Et ça, c'est quelque chose que nous devons tirer comme leçon. De parler ce qui est pour la population. Et dites la vérité. Le problème souvent, et c'est vrai, je suis en train de me référer à la ministre parce qu'elle, à la fois, elle a été députée, elle est députée, elle est ministre. Et souvent, on a peur de dire des choses parce que, bon, le haut niveau peut se fâcher et le bas niveau peut mal réagir. Mais curieusement, dès que vous vous présentez devant une population pour lui dire ceci, on ne peut pas le faire, vous avez l'effet inverse. Souvent, les gens vous comprennent, ah, c'est vrai, il fallait me dire ça. Ah oui, c'est vrai, il fallait faire ça. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai expérimenté. Deuxième point, lié à l'information, c'est la formation. Il faut que nos cadres qui arrivent, nos cadres à l'école, soient formés à la formation de la relation publique. C'est important. Vous êtes directeur des impôts dans une ville où les gens se plaignent. Mais pourquoi ils se plaignent? Pourquoi il y a des processus qui sont compliqués? Peut-être que ça demande juste de petites explications. Non, nos cadres doivent être formés à une relation avec le public. Et c'est une obligation. Un directeur n'est pas élu comme un député, comme un président du conseil régional, comme un maire. Mais il y a quand même la redevabilité vis-à-vis du service qu'il produit. À défaut d'être noté par la population, s'il y a des plaintes, il faut prendre des actions. Donc, information, formation. Donc, je pense que j'ai développé, j'ai essayé de répondre à ces questions, mais je ne vais pas déroger quand même au protocole de dire merci, parce que c'est un privilège pour moi d'être à côté d'une ministre de la République, d'une banquière à Londres, s'il vous plaît, pas à Broma côté, dans une COPEC, à ONUCIFAM et au professeur Maté,
Et merci à Zézé et famille, parce que c'est ma 3e participation. J'ai été ici en tant que directeur de cabinet. Je suis venu en tant que préfet. Et même en tant que chômeur, je suis invité pour parler. Donc, D'accord. Donc, en tant que chômeur, que j'ai décidé ou pas, même en tant que chômeur, d'accord. Même en tant que chômeur, je reste dans le travail de Bloomfield avec toutes ces explications. Merci beaucoup pour ces opportunités d'échange-là. Merci. Docteur Maté, oui. Suite aux propos du chômeur. Non, en fait, ce que je voulais dire simplement, premièrement, pour les femmes, effectivement, il faut partir sur la base qu'on a on a de sérieux problèmes de statistiques. Et je sais que le gouvernement y travaille, mais on n'est pas encore au niveau qu'on aurait souhaité, et ce qui rend les analyses difficiles. Pour revenir aux femmes, je confirme que officiellement c'est 19% de femmes entrepreneurs, mais nous savons tous que ce chiffre est faux parce que on ne compte pas l'informel, les femmes dans les marchés, etc. Or, elles constituent, selon les statistiques, plus de 80% de tout ce qui est dans l'informel. Et ceci est évident. Maintenant, à revenir à ce que Madame le ministre disait, c'est clair, nous parlons au début du processus. Est-ce que vous voyez? Au début du processus, il y avait eu des problèmes pour que les gens s'inscrivent. Après, on a revu, quand on a assisté à des réunions avec la FIPME, la CGCI, effectivement, il a été remonté qu'à un moment donné, le président de la République s'étonnait du taux de participation à ces fonds. Et donc, le plaidoyer a été entendu, les critères ont été revus. Mais nous, à notre niveau, nous continuons de remettre en cause certains de ces critères qui, pour nous, n'ont pas toujours pris en compte de manière pleine le contexte. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on aurait souhaité, par exemple, moi je suis conseiller du président de la FIPME, la fêtière des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, et ce qui avait été demandé, c'est de permettre, par exemple, que les entreprises puissent avoir accès aux fonds tout en signant des engagements par rapport au fait qu'ils pouvaient, après, régulariser leur situation fiscale sur le plan fiscal. Parce qu'il faut noter que sur le plan fiscal, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, un peu comme on le dit vulgairement. C'est-à-dire dans le sens que quand une entreprise n'a pas d'entrée, n'a pas de ressources, elle ne peut pas payer parce qu'elle a même des difficultés pour payer ses employés. Et on a vu, l'État avait fait des efforts par rapport, on le reconnaît, pour donner 20% dans un premier temps de tous les contrats étatiques aux PME. Ensuite, c'est passé à 30%. Mais encore, faut-il que ces plans fonctionnent véritablement quand on arrive à un certain niveau très bas de corruption et très haut de gouvernance, vous voyez. Donc, on ne verra véritablement l'impact de ces politiques que si le combat contre la corruption arrive à ramener la corruption à des taux raisonnables. Et encore une fois, quand je dis ces choses, il n'y a pas de pays à zéro corruption. Même aux États-Unis, il y a des corruptions, mais c'est de les ramener à des taux vraiment qui sont en dessous de 10-5% et de plutôt élever le taux de gouvernance. Merci. Merci beaucoup. Au vu de tout ce que j'entends, je pense pour vous également, on constate un vrai décalage entre les priorités gouvernementales et les besoins réels des populations. Et cette question, elle est pour tous. Également, suite aux différentes études et aux différents points que vous mentionnez tout à l'heure, Madame Sodonon, par rapport aux différents rapports, aux différentes stratégies qui sont mises en place, pourquoi est-ce que nous constatons de plus en plus une lenteur dans l'exécution des recommandations pour l'amélioration du niveau de vie en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que nous percevons, par exemple, des membres du gouvernement avec une très bonne communication sur leurs différents réseaux sociaux, mais une absence de communication réelle sur les besoins et les actions qui sont menées pour la population? Quelles sont les recommandations que vous pouvez réellement faire? Donc ici, il s'agit de comprendre le pourquoi de la lenteur dans l'exécution de toutes les stratégies et de tous les rapports qui sont faits par rapport aux problématiques que nous connaissons. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre le gouvernement et les populations réelles, quand on le voit clairement
que dans la communication personnelle de chaque membre du gouvernement, cette communication est parlante à la population, mais quand il s'agit de communication afférent aux transformations structurelles, au niveau de développement de l'économie, de l'amélioration du niveau de vie, on a un problème à toucher du doigt ou à montrer clairement les points qui sont mis en place ou les actions concrètes qui sont menées. Ouais, j'aimerais intervenir en premier. Il y a 3 choses qu'il faudrait constater au niveau de la situation de la Côte d'Ivoire. C'est que la période de la Covid est intervenue également. D'accord. Apparemment, on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Donc, on va y aller assez vite. Première chose, c'est qu'il y a eu une dynamique qui s'est posée. Et cette dynamique qui s'est posée, il y a eu les élections, il y a eu tout ce qu'on a connu, etc. Et dans des environnements pareils, il est difficile de déployer un programme. Ça, c'est quel que soit le pays. Ce n'est pas une question de Côte d'Ivoire, de celui-ci, etc. Quel que soit le pays, dans des circonstances pareilles, il est difficile de développer un programme. Deuxième chose à noter, c'est la mobilisation des ressources. Comme je l'avais dit, les pays, jusqu'à aujourd'hui, 1700 milliards n'ont pas pu être atteints. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas l'apanage, encore une fois, de la Côte d'Ivoire. La plupart des pays africains ne sont pas arrivés à mobiliser les ressources qu'ils se sont données parce qu'ils ont compté en partie sur des ressources extérieures qui a été difficile à mobiliser également en fonction que la situation atteint tout le monde. Et donc, il y a ce niveau de degré de mobilisation de ressources. Et à un troisième niveau, il n'y a pas eu véritablement d'éducation à se prendre en charge. Et nous sommes dans un contexte, et pour nous, au niveau de ma fondation, nous sommes en train de lancer, à partir de la semaine prochaine, un programme. Sûrement, on en discute avec le président de Bloomfield qui s'intéresse à la chose RSE également. Nous sommes en train de lancer un programme sur le changement de comportement de l'Ivoirien. On avait parlé à un moment donné d'Ivoirien nouveau, etc. Mais c'est qu'on doit enseigner aussi aux populations à se prendre en charge, à ne pas essentiellement compter sur le gouvernement essentiellement. Et moi, je fais partie des rédacteurs du PND, du Programme national de développement de la Côte d'Ivoire, et je peux vous dire qu'on est en train de se battre pour mettre un aspect d'économie sociale et d'économie solidaire, puisqu'on nous parle de Côte d'Ivoire solidaire, dans ce sens qu'il faut que le gouvernement développe l'entrepreneuriat social et une politique structurée et une stratégie planifiée pour les ONG, les fonds, les fondations, etc. Donc voilà un peu les 3 éléments qu'on peut citer pour expliquer cette situation. Je rebondis sur les 1700. Tout à l'heure, M. Samuel Mata parle à nouveau encore de 1700 milliards, mais je voudrais préciser que les 1700 milliards, c'était une prévision. Et dès l'instant que le gouvernement a réussi à séquencer la pandémie au district d'Abidjan, les prévisions ont été revues à la baisse à hauteur de 170 milliards qui ont été effectivement décaissés. Et donc pour moi, quand on parle de la Covid, il n'est pas nécessaire de retenir 1700 milliards, puisque finalement le gouvernement s'est attelé à mettre à disposition 170 milliards qui ont été effectivement mis à disposition. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Sodono, le bureau d'ONU Femmes travaille en étroite collaboration, bien entendu, avec l'État de Côte d'Ivoire. Le secteur privé et les bailleurs de fonds. Votre rôle, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de conseiller, d'opter pour le renforcement de capacités, mais surtout pour l'autonomisation économique des femmes et leur insertion à des postes de responsabilité. Durant la pandémie, vous avez mentionné tout à l'heure que les conséquences ont été beaucoup plus désastreuses sur les femmes. Pouvez-vous rapidement nous dire pourquoi et quelles sont les actions qui ont été menées? Est-ce que vous avez organisé les femmes en coopérative, en association, pour pouvoir leur permettre de rebondir maintenant que nous vivons à l'ère Covid? Je ne dirais pas que nous sommes post-Covid, nous sommes à l'ère Covid. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire réellement? Merci beaucoup. Oui, ce que vraiment je vois qui pourrait nous permettre, sans toutefois revenir sur ce que nous discutions avant, c'est dans le cadre de la
période post-Covid, dans cette période de relance, il serait important de faire le bilan. Le bilan, les réponses qui ont été données aux femmes entrepreneurs, par exemple. Nous avons vu qu'elles étaient très mal structurées, elles n'ont pas pu avoir accès au financement qui avait été prévu par le gouvernement. Moi, ce que je verrais, c'est comment dans la phase de la relance, des mesures peuvent être mises en place pour mieux accompagner ces femmes. Un aspect très important, c'est les achats publics, que les femmes puissent également répondre à ces demandes du marché public. Par exemple, nous avons vu que certaines d'entre elles ont pu produire des produits de protection contre le Covid. Je donne un exemple, tout ce qui était masque, tout ce qui était également produits sanitaires, mais les achats se sont faits ailleurs. Également, lorsque je regarde les femmes dans le secteur agricole, j'étais récemment à Danané, j'ai vu la production de riz. Mais nous avons constaté pendant la période Covid que les achats se faisaient à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est encore comment, dans la période post-Covid, renforcer l'économie locale, acheter auprès des femmes productrices ivoiriennes. Donc, il y a ça. Il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est je souhaiterais voir une étude sur le travail non rémunérés. Parce que ça, c'est une grosse composante de l'économie pour laquelle nous n'avons aucun chiffre. Nous n'avons pas de chiffre de cette contribution des femmes à l'économie. C'est une chose que nous pourrions étudier pour avoir des rapports qui montrent réellement la contribution des femmes. L'autre chose qui serait bon de regarder, c'est se pencher sur tout ce qui a trait aux services de santé, les réponses, la prévention des violences. Pendant la crise, il y a eu énormément de violences. Et là, Madame la Ministre, au niveau social, nous en avions discuté. Comment est-ce que nous pourrions avoir un peu plus d'infrastructures qui soient sensibles aux femmes, qui répondent au risque de violence contre les femmes. Donc voilà ce que je peux brièvement partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Madame la Ministre, nous savons que durant la pandémie, vous étiez encore secrétaire d'État au ministère de la Femme. Vous étiez très active. Vous étiez vraiment sur le terrain et avez fait énormément d'actions sur tout ce qui est accompagnement, développement et surtout sortie des femmes du secteur informel et aussi des femmes des très petites entreprises. Aujourd'hui, vous êtes la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il est important pour nous de savoir réellement quelles sont vos perspectives, quel est votre plan d'action. Parce qu'on sait que la Banque mondiale nous demande d'inclure les femmes des zones rurales, toute personne dans les zones rurales pour le développement et l'amélioration de notre niveau de vie. On ne vous en demandera pas trop, mais on souhaiterait quand même savoir, comme on le dit, où nous allons et quelles sont les perspectives véritables pour améliorer notre niveau de vie à tous en Côte d'Ivoire. D'abord, en termes de perspective, c'est d'amplifier ce qui a déjà été fait par le gouvernement en termes de programme social. Je l'avais dit à l'entame de mes propos, nous avons les filets socioproductifs. Ensuite, il faudrait dire que pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, c'est une synergie d'action de tous les ministères, parce que si dans une région bien définie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'écoles qui sont les infrastructures de base, il va sans dire que cette population dans la zone sera aura le statut de pauvre. Ensuite, amener ces infrastructures-là permettent aux Ivoiriens d'avoir accès à ces infrastructures. Et nous avons un programme
que nous avons testé à l'autonomisation qui marche très bien. C'est vrai que les banquiers n'aiment pas trop ce vocable, les AVEC, les associations d'épargne villageoises, qui pour nous en zone rurale permettent aux femmes de se prendre en charge parce que c'est inculquer la culture de l'épargne à la femme cumulée à l'apprentissage et à l'alphabétisation. Donc nous allons continuer avec les AVEC en zone rurale, permettre, je dirais, à nos 8865 villages, si le chiffre est bon, permettre à chaque village d'avoir une association d'épargne villageoise. Une association d'épargne villageoise, c'est entre 15 et 25 personnes. Une forme de tontine, mais je dirais une tontine améliorée, qui permettent à la femme, parce que nous le savons tous, hein, je vais plus parler des femmes, je m'en excuse, mais qui permet à la femme, nous le savons tous, que lorsque la femme a une activité et qu'elle rentre le soir à la maison, et lorsqu'il y a une urgence, elle est capable, même pas qu'elle est capable, mais elle donne tout, soit à l'homme, soit à l'enfant. Parce que dans son entendement, le lendemain, elle retourne au marché ou elle retourne à son activité, donc elle pourra s'y refaire. Et nous, notre rôle, c'est de faire comprendre à la femme, il faut qu'elle arrive à épargner. Peu importe le montant mis de côté, mais ça doit servir d'épargne pour qu'à la fin du mois, comme un salarié, elle puisse toucher cet argent-là. Ensuite, en termes d'amélioration des vies des Ivoiriens, faire sortir nos populations de l'extrême pauvreté, parce que je parlerai plus de l'extrême pauvreté, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'extrême pauvreté, c'est celui qui vit en dessus du seuil de 350 francs. Mais il faudrait le dire, c'est vrai, bon, je ne suis pas contre la définition du pauvre, mais je ne suis pas très à l'aise quand on parle de pauvreté en termes monétaires en zone rurale, parce qu'en réalité, en zone rurale, ils ne sont pas confrontés à la difficulté de s'alimenter. Parce qu'en zone rurale, la femme, elle a soit son petit champ de manioc, de riz, d'igname, de piment, où elle peut se permettre de pêcher du poisson. Donc, en réalité, à l'intérieur, le pauvre, il arrive à se nourrir, mais il n'a pas accès aux infrastructures de base. Donc, nous allons renforcer ce que le gouvernement a déjà fait, améliorer ce qui a été déjà fait, pour permettre d'avoir plus de femmes autonomes, parce que, excusez-moi, il ne faudrait pas l'oublier, que la pauvreté en Côte d'Ivoire a un visage féminin. Donc nos actions seront plus orientées vers les femmes, permettre à la femme de sortir de l'extrême pauvreté, en ayant rapproché surtout les centres de santé, l'école et tout ce qui va avec, et puis mieux mettre un accent sur l'alphabétisation, parce que ça fait partie des critères en termes de pauvreté, amener la femme en zone rurale à apprendre à lire et à écrire, et en zone urbaine, la grande difficulté c'est en zone urbaine en termes de pauvreté. On en parle peu, mais le pauvre, les réalités ne sont pas les mêmes. Le pauvre en zone urbaine et en zone rurale ne vivent pas les mêmes réalités. Ce que le pauvre en zone rurale peut avoir facilement, celui qui vit en zone urbaine, vous convenez avec moi que la solidarité en zone urbaine n'existe plus entre les populations, au village ça existe. L'habitant peut se permettre de se rendre chez le voisin pour manger sans qu'on se pose des questions, ce qui n'est pas possible en zone urbaine. Et donc nos actions seront surtout portées sur l'extrême pauvreté en zone urbaine, et l'accent a été mis et sera, on mettra plus, je dirais plus d'action sur la pauvreté en zone urbaine, parce que nous le savons que ce sont en zone urbaine ou en périurbaine le taux de pauvreté est quand même élevé. Et ensuite, nous allons permettre aux sorties de tous ces programmes-là, soit l'homme ou la femme qui est en état d'extrême pauvreté, avoir une activité. Parce que, je le dis, pour le gouvernement, l'enjeu ou bien l'ambition n'est pas de continuer à donner ces 36 000 francs à la population. C'est de permettre d'ici 3 à 4 ans, voir l'individu, l'ivoirien qui était éligible au statut d'extrême pauvreté, sortir de l'extrême pauvreté pour la pauvreté, et puis bon, on dira la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire avoir une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est faisable. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Toby, vous êtes
comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vous êtes chômeur. Bon, vous êtes chômeur de par votre choix. De par votre choix. Et nous savons tous que la grosse difficulté en Côte d'Ivoire, en tant que chômeur, elle est réelle pour se nourrir, pour se loger, et ça fait vraiment partie de notre cadre, de notre niveau de vie, notre vie et notre bien-être social. Maintenant que vous êtes dans cette situation, peut-être qu'elle est différente du chômeur réel, mais que pouvez-vous dire et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire? Parce qu'il est bien vrai également que quand on a en face de nous un chômeur, il est parfois dépité, découragé par rapport aux opportunités qu'offre la société et parfois ne se retrouve pas. Donc quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à quelqu'un qui se retrouve dans votre situation pour pouvoir lui-même à son niveau essayer un tant soit peu d'améliorer sa condition de vie, bien entendu pour que celle-ci puisse être parallèle aux différentes actions qui seront menées par l'État et par toutes les autres institutions? Oui, je crois. J'ai l'impression que cette boutade est en train d'être prise très sérieusement. Oui, oui. Bon, je ne suis pas chômeur. Madame la ministre, elle préfère ça. J'ai fait l'option personnelle de servir ma communauté autrement, en étant hors des institutions de la République pendant quelques temps. Et je fais ce que j'ai toujours fait dans ma vie, dans les pays où j'ai travaillé, c'est-à-dire mettre au service de la communauté. Je crois que quand on exerce des fonctions d'un certain niveau de responsabilité, d'un certain niveau de stress, il est important de faire des ruptures pour faire autre chose, pour donner à la communauté. Qui êtes-vous pour avoir autant de grâce d'être nommé, de parcourir le monde? Il y a un moment où vous mettez au service de la communauté ce que vous avez reçu gratuitement de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je le fais avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et nous collaborons avec toutes les institutions de la République. Mais il y a des situations de crise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il faut repenser tout ça. Tous ces jeunes qui ne travaillent pas, est-ce qu'ils ont choisi les meilleures options? Je me rappelle que la ministre Kandia Camara, quand elle était encore ministre de l'Éducation, avait fait sortir des statistiques où elle montrait que plus de 60% des jeunes qui ont été dans des carrières, dans des études techniques, ont un emploi. Mais ceux qui sont orientés dans les études générales n'ont pas d'emploi. C'est des leçons. Est-ce qu'il faut orienter mieux nos jeunes demain? Qu'ils ne soient pas tous dans des filières théoriques et qui n'ont aucune attache avec la réalité sociale. Et ça, c'est des choses qu'il faut voir. Mais c'est vrai que nous constatons aujourd'hui beaucoup d'efforts. La ministre a souligné des projets en direction des jeunes. Encore faut-il que tous les jeunes soient informés de certaines initiatives. Il y a aussi beaucoup d'opportunités, parce que pendant que nous nous plaignons, les avions qui viennent en Côte d'Ivoire sont pleins tous les jours, parce que les gens voient des opportunités. Depuis que nous sommes là, on sait la même nationalité qui ouvre les boutiques, en tout cas depuis que je suis né, c'est la même nationalité qui ouvre les boutiques jusque dans nos villages. Pourquoi les jeunes Ivoiriens ne le font pas? Pourquoi ils ne sont pas pêcheurs? Pourquoi les secteurs les plus porteurs? Pourquoi les Ivoiriens ne font pas de garba? Pourquoi ils ne font pas tel métier où il y a des sommes immenses? J'ai été appelé une fois par le ministre en charge de la pêche à aller faire une médiation à Bobo Doumé. Mais vous n'avez pas idée. Vous voyez, quand vous sortez du bateau-bus à Bobo Doumé, vous voyez les dames là qui travaillent. Madame la ministre la connaît certainement parce qu'elle les appuyait à l'époque. Mais ils travaillent dans de l'eau sale. Est-ce que vous savez les dizaines de millions de francs que chaque femme donne à des pêcheurs ghanéens par avance, 2-3 mois avant la saison de la pêche? Mais c'est des sommes immenses. Mais ces secteurs sont totalement laissés. Donc peut-être qu'il faut repenser l'intégration de notre jeunesse dans les secteurs porteurs. C'est tout ça qui va nous permettre d'arriver. Donc nous pensons qu'il y a quand même beaucoup d'efforts faits, mais il y a également beaucoup d'éducation. Maintenant, je vais aborder une dernière question. C'est la question de la communication des ministres et autres. Peut-être, on accuse beaucoup le côté administration, mais regardons un peu du côté de la population. Monsieur Zézé, ici présent, m'a dit une fois qu'il a fait une conférence direct Facebook. Il a eu 400 connexions. La veille, il y a eu une conférence de... Comment il s'appelle le jeune homme là, qui a les cheveux, là, le chanteur là? Non, le jeune homme qui a... Suspect 95, la veille. Il a eu 46 000 connexions. Vous parlez de n'importe quoi, 46 000 connexions. Si demain on dit la ministre Bellemonde va faire une conférence pour dire tous les produits qu'elle a, perspective d'avenir, aider les pauvres de Côte d'Ivoire, elle aura combien de connexions? Elle aura combien de connexions? Donc il y a aussi l'éducation du côté de notre population. Et c'est notre éducation à l'école, mais c'est les programmes publics. Si Coco Emilia rentre dans cette salle, on dit qu'elle vient en tant qu'observatrice de cette conférence, on n'aurait pas de place dans toutes les salles réunies de l'Hôtel Ivoire. Si Coach Hamon devait faire une petite intervention,
ce serait fini. Quel est l'intérêt de nos populations? Donc c'est vrai, on accuse le côté administration, le côté politique, mais il faut voir aussi la population. Emmanuel Macron a fait sa plus forte audience, le discours qu'il a fait sur le Covid il y a quelques mois de cela, 36 millions d'auditeurs. Parce que c'est la chose politique, ça concerne, les gens ont regardé. Mais aujourd'hui, si le président de la République dit je vais faire de nouvelles mesures sur le Covid, il y aura combien de personnes qui vont regarder? Donc nos populations aussi, il y a ce côté éducation, à double sens qu'il faut regarder. C'est important. Parce que quand on n'éduque pas nos populations, quand les populations ne s'éduquent pas elles-mêmes à s'intéresser à des programmes qui sont mis en place, elles ne pourront jamais savoir. Donc c'est aussi dans les deux sens qu'il faut examiner l'ensemble des problèmes qui nous permettent d'avancer. Administration, politique, décision, oui, il y a de grands programmes, mais quelle est la disponibilité de la population elle-même à adhérer à ces programmes qui existent et à s'intégrer dans le développement? D'où notre programme de participation citoyenne pour amener les gens à s'intéresser à ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons bientôt au terme de notre panel. Je pense que nous avons quelques questions de l'audience. Merci, merci Linda. Merci à tous les panélistes. C'est juste une contribution parce qu'on n'en a pas parlé ce matin. C'était un point important. Je crois qu'on parle de pauvreté et généralement on fait un lien avec le chômage. Ça n'a rien à voir avec toi, Vincent, avec le chômage. Et des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi le taux de chômage est aussi bas. Et pourtant, il y a une pauvreté qui est assez élevée. Il faut que les gens comprennent comment on calcule le taux de chômage. Parce qu'en réalité, le Bureau international pour le travail définit le chômage. Est chômeur celui qui n'a pas d'occupation, même si elle n'est pas rémunératrice. Ce que ça veut dire que le NAMA n'est pas un chômeur. La femme qui vend la banane sur le bord du trottoir n'est pas chômeur. Ce que ça veut dire, dans tous les cas, c'est que le taux de chômage que nous avons, par exemple, dans ce pays, n'est pas forcément pertinent. Ce qui est pertinent, c'est la précarité de l'emploi. On n'en parle pas souvent, mais c'est peut-être ça qui devrait être mis en avant, la précarité de l'emploi. Ces gens ont peut-être une occupation, mais est-ce que les revenus de cette occupation permettent justement d'avoir une vie décente? Donc, pour éviter qu'il y ait une confusion, parce que Jean se demande 3,5, ça ne reflète pas la réalité. Si c'est la réalité selon la définition du Bureau international du travail, sans que c'est la réalité, c'est 3% quand vous le calculez comme ça. Mais est-ce que ça, c'est vraiment pertinent pour un pays sous-développé de plutôt présenter un taux de chômage aussi bas? Ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est plutôt regarder le type d'emploi qu'on crée, le type d'emploi qu'on a. Donc là, on parle de pauvreté, ce serait bien quand même de peut-être faire un clin d'œil sur le type d'emploi. Tu as parlé tout à l'heure des différentes opportunités qui existent et où les Ivoiriens, dont les Ivoiriens ignorent peut-être l'existence ou alors ne s'intéressent pas à ça. Évidemment, ce devoir de communication est très important, mais tous ceux qui ont des occupations, et ces occupations sont justement des boulots précaires, peut-être que ça aussi on devrait l'adresser. Donc j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous peut-être fasse un clin d'œil sur la précarité des emplois dans ce pays. Merci. Alors, il y a eu à un moment donné cette polémique où, au niveau du gouvernement, on parlait de 2% de taux de chômage. Et après, on s'est dit qu'au fait, parce qu'il n'y a pas eu réellement en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, l'emploi abordé sous le thème que M. Zézé dont M. Zézé parle, c'est-à-dire que sous le terme de précarité. L'emploi a été abordé plutôt sous le terme de sous-employabilité. Donc on a dit quelqu'un qui est, par exemple, qui a une maîtrise et qui est chauffeur de taxi, il est sous-employé.
Parce que si c'est pour être chauffeur de taxi, tu n'avais pas besoin d'aller faire un bac plus 4 ou un bac plus 5. Donc, on a plutôt abordé le problème en termes de sous-employabilité au lieu de précarité de l'emploi. Et cette précarité de l'emploi, je pense qu'elle est importante puisque la précarité suppose que dès qu'il y a un choc, la personne revient à une condition, si je veux employer les termes de Madame le ministre, de l'extrême pauvreté, puisque ça part très vite. Et récemment, il y a TV5 qui a fait un documentaire sur toutes les femmes ou toutes les personnes en situation de précarité à cause de la fermeture des frontières. Et ça encore, c'est quelque chose sur toute la chaîne du Sénégal jusqu'au Nigeria, où toutes les frontières terrestres ont été fermées. C'est toute une chaîne de personnes où des gens meurent, vivotent et meurent. Parce que c'était des petites vendeuses d'alocos, de bananes, etc., qui étaient aux frontières, qui étaient sous la route, qui se nourrissaient de ce trafic quotidien de personnes. Et puis du jour au lendemain, on ferme les frontières et toutes ces personnes n'ont pas véritablement su avoir en face le nécessaire pour un répondant ou bien un package conséquent. Donc, pour dire que c'est un problème profond, à ma connaissance, ça n'a pas été abordé sous ce sens, ça a été abordé sous le sens de sous-emploi. Il faut véritablement s'imprégner de ça. Docteur Mété, vu que nous sommes au terme, vous allez certainement faire nous donner votre mot de fin. OK. Bon, encore une fois, le gouvernement a fait des efforts. Nous ne disons pas que le gouvernement n'a pas fait d'efforts, mais ce que nous disons, nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui veulent travailler sur des problèmes de la société pour résoudre à côté du gouvernement, et c'est comme ça que les États puissants se sont développés. Si vous arrivez aux États-Unis, moi j'ai fait toutes mes études aux États-Unis, les ONG travaillent activement et main dans la main avec le gouvernement américain sur plusieurs domaines. Et donc, quand nous parlons, nous ne parlons pas nécessairement en termes de pouvoir attaquer, mais nous parlons en termes d'amélioration. Okay? Et je pense que pour moi, pour mon mot de fin, il y a 3 grandes améliorations sur lesquelles le gouvernement doit se focaliser aujourd'hui. Il y a une étude qui doit être faite, c'est 18 mois après. Est-ce que il y a eu des études qui ont été faites rapidement par l'INS, c'est eux qui ont cité les 150 000. Il y a eu la CGECI qui a fait une étude. Je pense que ce que Bloomfield vient de réaliser va dans ce sens, mais il faut une étude 18 mois après pour voir est-ce que les fonds ont été vraiment mobilisés à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, 2000 milliards de dollars que les Américains sont obligés de mobiliser pour relancer l'économie. Et nous, on l'avait dit aux réunions, il y a une différence entre les fonds pour aider les entreprises à se relever, des fonds pour maintenant aider la population, etc. Il faut redimensionner ces choses. Les impacts, monsieur le préfet 2.0 en chômage nous l'a dit, c'est qu'il y a près de 450 000. Si on multiplie ces 450 000 par le facteur 10 en Afrique, que derrière chaque personne qui travaille ou est employée, il y a 10 personnes minimum qui le nourrissent, imaginez l'hécatombe. Et on le voit chaque jour autour de nous. Donc, véritablement, faire une étude pour revoir est-ce que les solutions marchent, qu'est-ce qu'il faut faire pour remobiliser. Deuxième chose, évidemment, revoir les conditions d'accès aux fonds qui existent. Et ces fonds, les gens continuent d'éviter ces fonds. Il faut, là je suis d'accord avec notre préfet 2.0, il faut de la communication et il faut revoir certaines parties des critères d'accès
à ces fonds. Et enfin, pour dire qu'il y a un besoin d'éducation de la population, nous sommes dans le sens donc d'amener la population à se prendre en charge, à ne pas attendre la main du gouvernement, mais à se prendre en charge elle-même. Merci. Alors très brièvement, pour moi, je vois 3 points. Premièrement, peut-être que ce qui serait bon d'avoir, c'est cet engagement du gouvernement, et je ne doute pas que dans le cadre du programme national, du plan national de développement 2021-2025, qui met vraiment, qui insiste sur l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté. Ce que je souhaiterais voir, c'est que les programmes de relance budgétaire post-Covid vraiment ciblent réellement les femmes. Et pour cibler réellement les femmes, il faudrait que nous ayons beaucoup plus de données, mais également en termes de rapportage, de reporting, effectivement qu'on voit que les femmes ont réellement bénéficié de ces programmes de relance budgétaire. Et je souhaiterais également, comme le disait le professeur, que l'accès aux fonds qui ont été mis en place soit beaucoup plus adapté, plus souple et adapté aux réalités auxquelles les femmes dans l'entrepreneuriat, et là je parle des très petites et moyennes entreprises, que ces femmes que les accès soient beaucoup plus souples. 70% de femmes dans les zones rurales productrices qui produisent 80% de ce que nous consommons dans le pays, et elles sont toutes dans le secteur informel. On parlait de précarité. Il faudrait voir dans quelle mesure on pourrait les rendre beaucoup plus résilientes. Et là, Madame la Ministre, je me souviens que vous aviez mis en place ce panier solidaire qui peut être également, c'était du cash transfert. Et ce serait un minimum garanti pour ces femmes de moins 35 000 francs CFA par jour. Ça, je pense que c'était peut-être exceptionnel dans le cadre de la Covid, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être institué. Et puis un autre point sur lequel j'insiste, et je vais continuer à insister, c'est que les femmes ivoiriennes et que vraiment donner l'accès au marché public aux femmes ivoiriennes, entrepreneurs, et qu'elles puissent compétir. Je sais que c'est déjà très difficile dans la réalité, mais au moins que les femmes puissent avoir accès au marché public. Et finalement, Madame la Ministre, si vous pourriez, je voudrais que vous fassiez ce plaidoyer pour nous, acheter auprès des femmes. Acheter auprès des femmes dans les zones rurales, tout ce qui a trait à la consommation agricole. Ça pourrait également acheter pour la transformation, vraiment encourager ces achats auprès des femmes des zones rurales. Je vous remercie. Monsieur Toby. Perspective de citoyen, mais dans ma perspective également professionnelle, j'insisterai sur les leçons apprises. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire du monde, nous sommes arrivés à une crise de cette taille, de cette ampleur. Quelles leçons avons-nous tirées sur les protocoles d'action, sur les mesures de sécurité, sur le plan, nos plans d'opération, sur les approches en matière de sécurité civile pour faire face à de telles pandémies? Vous savez tout ce qui s'est passé au début, toutes les mesures administratives qui ont été prises, les contre-mesures, la panique de la population, le confinement. Et donc, c'est les leçons apprises aujourd'hui qui vont permettre d'anticiper sur les questions économiques, sur les bases de données que nous avons, sur les populations qui sont touchées. Donc, c'est très important. À un moment, il faut s'asseoir. Quel est le rôle de nos entités territoriales, des maires, des députés, des présidents des conseils régionaux à la survenue de ce type de crise? Donc, la Côte d'Ivoire a réagi promptement et très bien face à cette crise, mais il ne faut pas que ce soit une réaction ad hoc. Il faut que c'est une réaction maintenant qui soit codifiée dans nos plans d'opération pour que chaque fois qu'une crise apparaisse comme ça, on sache également ça va coûter combien d'emplois sont touchés, combien de femmes sont impactées, comment les foyers seront investis et comment ça va changer nos systèmes de valeurs familiales et sociales. Donc c'est très important j'espère qu'on va peut-être d'ici des années, il faut qu'on ait le temps de tirer des leçons de comment les familles ont réagi, les enfants et tout le monde, et comment on peut fonctionner dans une crise pareille. Si demain on avait, je touche du bois, un nouveau virus bizarre qui arrive, une situation de crise sévère, il faut qu'on puisse tirer des leçons
Et en matière de solidarité, on saura comment on agit. En matière de finances, de création d'emplois, on sait comment on agit. En matière de violence basée sur le genre, du fait d'un confinement ou d'une situation précaire, on sait comment on agit. En matière de forces de sécurité, de pompiers, des structures sanitaires, on sait comment on agit. Et tout ça, ce sera important pour la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent. Est-ce que vous savez qu'actuellement, si vous partez à Niamey, vous avez 160 lits dans un hôpital qui a été monté rapidement par le gouvernement avec des, comment on appelle ça, respirateurs artificiels que le gouvernement a monté rapidement. L'hôpital est là et il a très peu de patients parce qu'on n'a pas atteint ce niveau. C'est dit un peu la capacité de réaction. On a monté en 3 mois un hôpital avec tout ce qu'il a, sans qu'on ait le nombre qu'il faut pour y être. Et il y a eu autant d'hôpitaux comme ça, même ici au chute de Cocody. Ça veut dire qu'il y a eu des réactions appropriées dont la population n'est pas toujours informée, mais il faut codifier ça aujourd'hui pour que demain la Côte d'Ivoire soit forte. Chaque fois qu'une secousse pareille passera à côté. Ça, c'est la perspective, c'est la recommandation que nous souhaiterons ajouter au compte rendu de ces assises-là. Merci beaucoup, M. Tobey. Madame la ministre. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, je vais revenir sur le dernier point d'Antonia. Acheter auprès des femmes, pour nous, la difficulté n'est pas d'acheter auprès des femmes, mais il faut créer cette chaîne de valeur entre la femme qui produit et les grands marchés, les grandes surfaces à Abidjan. Donc la difficulté, ce n'est pas d'aller bord champ acheter, les gens le font, mais ils le font à vil prix, ce qui fait que la femme en zone rurale n'arrive pas à bénéficier du fruit de son travail. En conclusion, c'est vous dire merci. Merci pour ce panel qui nous a permis de parler des actions du gouvernement tant contre la réponse à la Covid et la lutte contre la pauvreté. Et dire aussi que le ministère dont j'ai en charge a pour objectif dans les mois à venir d'opérationnaliser le registre social unique qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une identification plus fine et mieux adressée des pauvres, qui va permettre aussi d'identifier surtout ceux qui réellement doivent être éligibles à tout ce qui est programme social. Et puis je voudrais terminer par dire que, c'est vrai, nous avons parlé, mais il faut quand même féliciter le gouvernement, parce que le gouvernement a permis à la Côte d'Ivoire de ne pas passer d'une crise sanitaire à une crise économique. Un travail remarquable a été fait pour la population ivoirienne. Et pour nous, il faut amplifier tout ce qui a été fait en termes d'action pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Nous allons le faire, et puis avec le soutien des partenaires au développement, des ONG, nous pensons que d'ici à 2020, comme l'a dit le Premier ministre, réduit de moitié le taux de 39,4%, taux estimé en 2019, d'ici à 2020, on dira de moitié. Oui, d'ici à 2030, de moitié. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Je pense que nous avons tous noté les actions qui ont été faites par le gouvernement. Nous avons noté surtout le besoin d'assouplir certains des critères pour pouvoir améliorer le niveau de vie des populations face à cette pandémie qui est encore existante. Nous notons également le besoin de communication centralisée pour pouvoir avoir un niveau d'information et permettant aux populations de savoir où aller et comment faire pour pouvoir vivre au quotidien, si on peut le dire ainsi. Mais il existe encore, au-delà de toutes les actions gouvernementales qui ont été faites, qui ont été mentionnées ici, il existe véritablement un engagement du gouvernement, une transformation structurelle qui doit être mise en place. Nous ne disons pas que le gouvernement n'a rien fait, Madame la Ministre. Nous disons simplement qu'au vu de la précarité de l'emploi, comme disait M. Zézé, également du niveau de vie et du seuil de pauvreté comme on le connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est nécessaire que certaines actions soient prises avec moins de lenteur, parce que je pense que l'heure est à l'urgence, surtout que le monde entier aujourd'hui est en urgence pour pouvoir relancer son économie et surtout améliorer son niveau de vie. Je pense que c'est un peu ce que tout le monde dit. Et surtout, l'importance a été mise également sur les actions des populations elles-mêmes et se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous.
et qui nous permettrait de nous améliorer au quotidien de notre manière, tout en suivant, bien entendu, les différentes actions gouvernementales qui seront faites. Nous regarderons et suivrons votre fonds avec, que vous êtes sur le point de transférer au ministère de la lutte contre la pauvreté, qui, je pense, nous permettra à tous de voir exactement les actions qui sont menées et comment est-ce qu'on s'insère tous au sein de cette action. Et je remercie également Bloomfield pour cette conférence qui nous permet tout le temps de pouvoir nous rendre compte des actions menées, mais surtout de prendre la mesure de la responsabilité qui nous est donnée pour pouvoir améliorer notre quotidien, améliorer tous les secteurs d'activité pour avoir en fait une Côte d'Ivoire, comme vous le dites si bien, une Côte d'Ivoire solidaire et une Côte d'Ivoire qui gagne. Donc merci beaucoup à tous les panélistes et merci beaucoup à l'audience.